était un petit morceau de l'ensemble des encéphalites auto-immunes. Donc la particularité, vous le savez, c'est que là, le trouble auto-immun est déclenché par la tumeur. Et on a suffisamment travaillé ces dernières années pour démontrer que c'est au sein de la tumeur que les modifications moléculaires vont conduire à une activation du système immunitaire et une activation, je ne sais pas pourquoi, il y a une variation du micro, qui va conduire à provoquer une réaction du système immunitaire antitumoral et ensuite provoquer le syndrome neurologique paranéoplasique. Pour pouvoir arriver à ça, c'est l'identification des à comprendre ces mécanismes, c'est l'identification des auto-anticorps qui a permis d'avoir ce premier élément démontrant le rôle du système immunitaire. C'est en fait très désagréable la variation du son. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, mais il est allumé là. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, peut-être. Alors, où j'en étais? Au mécanisme des syndromes neurologiques paranéoplasiques. C'est l'identification des auto-anticorps qui a été le premier indice pour comprendre ce qui était susceptible de se passer et qui a permis de faire des études sur le mécanisme des syndromes immunitaires. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la prise en charge clinique, du diagnostic de ces patients et la meilleure façon de les traiter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le caractère subaigu est un élément extrêmement important pour diagnostiquer ces patients et l'inflammation du liquide céphalorachidien est pratiquement toujours présente dans cette catégorie. Et c'est des histoires très particulières à chaque fois. Je vous en montre 3 qui sont caractéristiques. Vous avez ici un patient avec un anticorps. Vous croyez que ça sera mieux? Vous m'entendez? Non, ça ne sera pas mieux. Qui a un anticorps anti-HU, qui a commencé par avoir des douleurs des 4 membres, puis des troubles de la sensibilité, et il développe une neuronopathie sensitive. Vous voyez qu'on lui demande de ne pas bouger les yeux fermés. On voit que le sens de position des articulations est très largement perturbé. On va lui faire un scanner thoracique, on voit des ganglions, et on va mettre 2 mois, parce que les rendez-vous se succèdent, pour identifier le carcinome du poumon à petites cellules. Ça, c'est vraiment une observation typique d'un syndrome paranéoplasique avec anticorps anti-HU. Vous voyez cette femme qui a un syndrome cérébelleux qui est apparu en 1 mois, extrêmement sévère, avec à la fois cinétique et statique, elle ne tient pas assise. Et la recherche des anticorps anti-gréco est positive, ce qui indique la présence d'un cancer, en général gynécologique. Elle a une mammographie négative, une exploration IRM et scanner du petit bassin négative. On lui fait une laparotomie exploratrice, on enlève les ovaires et l'utérus, et elle a un carcinome bilatéral des ovaires et un carcinome utérin de l'endomètre. Donc il n'y a aucune discussion sur le syndrome paranéoplasique. La dernière histoire, c'est un patient de 50 ans qui fait une neuropathie sensitive douloureuse. C'est son médecin traitant qui pense à la possibilité d'un syndrome paranéoplasique. Donc très tôt, on découvre un anticorps anti-CV2. Il a des ganglions médiastinaux qui se révèlent être un cancer du poumon à petites cellules. On le traite. Il est stabilisé et il est en rémission complète de son cancer. Et on le voit 3 ans après. Je lui ai demandé d'absolument ne pas bouger et vous voyez qu'il a une chorée qui s'est installée. Les anticorps sont toujours présents, mais ce n'est pas un élément. Il a une métastase axillaire de son cancer du poumon à petites cellules qu'on va retirer et traiter par chimiothérapie et il va survivre 15 ans après ce traitement.
Et là, on touche quelque chose qui est extrêmement particulier dans le cadre des syndromes neurologiques paranéoplasiques. L'évolution des tumeurs n'est pas celle habituelle du même cancer. Un cancer du poumon à petites cellules métastatique au niveau axillaire, 3 ans après la découverte du cancer primitif qui est toujours en rémission, ça n'existe pas dans le cancer du poumon à petites cellules, et encore moins 15 ans de survie d'un cancer métastatique d'un poumon à petites cellules. Et en plus, chez un patient qui fait 2 syndromes paranéoplasiques successifs, d'abord une neuronopathie qui ne s'est pas aggravée avec l'apparition de la chorée, et deuxièmement l'apparition de cette chorée. Donc de façon générale, les syndromes paranéoplasiques, ce sont des histoires particulières de patients, et toujours subaigus avec une PL inflammatoire. Des anticorps associés, encore une fois par rapport à ce que je vous disais, un anticorps, une clinique neurologique et un cancer particulier associé. Je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, mais on a pu démontrer que n'importe quel cancer ne donne pas de syndrome neurologique paranéoplasique. Il faut des cancers spécifiques sur le plan moléculaire pour pouvoir provoquer un syndrome paranéoplasique. Les cancers du sein des anti-gréco sont HER2 positifs, négatifs pour l'expression des récepteurs hormonaux. Ça s'appelle HER2 driven. Ce type de cancer du sein, c'est 3% de l'ensemble des cancers du sein. Donc, ce n'est pas n'importe lequel. Et en plus, quand on analyse sur le plan moléculaire, il faut un gain de l'antigène YO pour provoquer le syndrome paranéoplasique. Et même ça ne suffit pas. Il faut probablement d'autres étapes pour que ça puisse se mettre en place. Donc, ce sont toujours des cancers particuliers. Donc, vous avez les anti-HU, neuronopathie sensitive et encéphalomyélonévrite. C'est cancer du poumon à petites cellules dans 75% des cas et cancer neuroendocrine dans plus de 90%. L'YO, ce sont des femmes avec un cancer gynécologique. Donc un homme chez qui on va vous répondre présence d'un anti-YO, vous devez vous dire « Oula, ça va pas ». Il y en a 6 dans la littérature, ou alors je suis miraculé et il arrive chez nous. Si ça se trouve, j'en ai 3. Donc non, vous devez rediscuter. On va voir les tests. L'anti-CV2, ataxie cérébelleuse, cancer du poumon à petites cellules ou thymome malin, et puis ainsi de suite, l'anti-RI, cancer du sein et opsomyoclonus, et on en reparlera tout à l'heure, l'antidinaire, ataxie cérébelleuse, les gens sont plus jeunes, et c'est des maladies de Hodgkin. Donc on ne cherche pas le même cancer en fonction de la présence de l'auto-anticorps. Mais pour le diagnostic, la détection de l'auto-anticorps, c'est absolument majeur et il y a plusieurs techniques pour pouvoir le faire. Vous avez le dot blot, l'immunohistochimie, vous voyez que ce n'est pas le même marquage. Hein. Dans l'HU marque tous les neurones, l'anti-gréco juste les cellules de Purkinje, les oligodendrocytes à l'âge adulte pour les anti-CV2, l'antidinaire, vous voyez le marquage des cellules de Purkinje, plus les terminaisons synaptiques dans la couche moléculaire. Le Western blot, vous voyez l'anti-HU, c'est 35-40 kilodalton, l'anti-RI, c'est 2 protéines, et l'anti-gréco, c'est autour de 66 kilodalton, et les sels BZC que je vous ai montré tout à l'heure. C'est extrêmement important de comprendre la technique parce qu'on a testé, par exemple, la spécificité des anti-gréco sur le dot blot commercial, 93% de faux positifs. En fait, parce que l'antigène qui a été porté sur ce dot blot n'est pas le bon. Ça va être changé, ils vont le modifier suite aux travaux qu'on a pu mener. Mais dans l'anti-HU, on a encore 47% de faux positifs. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous rend un résultat positif qu'il faut en conclure que c'est juste. Il faut que ça soit en agrément avec la clinique et idéalement qu'on ait pu vérifier par immunohistochimie. Par exemple, l'anti-gréco, c'est tout simple. Hein. Tous reconnaissent les cellules de Purkinje par immunohistochimie. Il suffit de faire une coupe. Ça ne marque pas. Ce n'est pas un anti-gréco. C'est autre chose. Et puis, si on couple l'ensemble de ces examens, ben, on peut réellement confirmer la positivité d'un anticorps. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tête que le résultat que va vous donner le biologiste est à discuter et à confronter avec la clinique. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'élément change avec la description de syndromes paranéoplasiques initiaux avec l'anti-NMDA récepteur, où on a montré que ce n'était pas le même mécanisme immunologique.
Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris que les réactions auto-immunes contre le système nerveux, les syndromes paranéoplasiques étaient juste le sommet de l'iceberg. C'est un groupe de patients particuliers où la tumeur est responsable de l'activation du système immunitaire. Mais qu'il y a d'autres mécanismes, les virus ou probablement d'autres éléments de l'exosome, sont susceptibles de provoquer une dysimmunité et un trouble du système nerveux. Pour autant, c'est important de les connaître parce qu'on se retrouve à devoir traiter chez ces patients deux choses, le cancer et le trouble neurologique. Et donc, le premier concept qui est apparu, c'est qu'en fonction de la cible reconnue par les auto-anticorps, vous avez des groupes de patients différents. Si la cible est intracellulaire, c'est le cadre des HU, YO, RI, la probabilité qu'il y ait un cancer associé est extrêmement élevée. Par contre, le mécanisme, c'est une mort neuronale. Donc, ça veut dire qu'il faut aller vite, identifier le cancer, bloquer l'activation du système immunitaire pour stabiliser les patients, mais qu'il est fort peu probable qu'on puisse arriver à avoir un gain clinique fonctionnel. À l'inverse, si la cible est membranaire, et c'est le cas des antidinaires, par exemple, ou naturellement des anti-NMDA récepteurs, là, il y a un rôle pharmacologique de l'anticorps, c'est un blocage du fonctionnement neuronal, même si les signes sont extrêmement graves, traiter avec des immunomodulateurs va permettre d'avoir une réversibilité des signes et de les guérir. Par contre, l'association avec un cancer va varier en fonction du sexe, de l'âge et de la nature de l'auto-anticorps. Tératome ovarien pour les jeunes femmes avec un NMDA récepteur, cancer du poumon à petites cellules pour des AMPA récepteurs de plus de 50 ans ou des GABA-B récepteurs de plus de 50 ans, sinon c'est idiopathique, et dinaire qui est lié à la maladie de Hodgkin. Et puis quelques-uns qu'on n'arrive pas à classer, et très certainement cette classification changera avec l'évolutivité. On reste dans le domaine des maladies rares, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous voyez, on a fait une étude en 2016 de répartition des cas à la fois de syndrome paranéoplasique et d'encéphalite auto-immune, et vous voyez l'hétérogénéité en France du diagnostic, hein, plus c'est clair, moins il y en a. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de patients dans la région, ça veut dire qu'ils sont moins diagnostiqués. Et plus, vous voyez, à Lyon, plus on est proche du centre de référence, plus on arrive à faire le diagnostic autour, parce qu'on teste plus les patients. Mais on reste à des taux qui sont extrêmement bas, hein, de patients. On est dans le domaine des maladies rares. Pour vous l'illustrer encore plus clairement, vous voyez le nombre de patients en fonction des années entre 2013 et 2023 qui ont été diagnostiqués à Lyon, où nous sommes le centre de référence français des syndromes neurologiques paranéoplasiques et des encéphalites auto-immunes. En rouge, ce sont les anticorps qui sont associés au syndrome neurologique paranéoplasique, et en noir, ceux qui sont idiopathiques. Vous voyez que le plus fréquent, c'est l'anti-LGI1, mais quand on dit fréquent, c'est en 2023, 57 patients diagnostiqués dans l'année en France. Donc on est vraiment dans le cadre des pathologies rares, c'est sur 66 millions d'habitants. Et vous voyez que certains qui sont dits classiques, l'anti-RI, c'est 2 ou 4 patients dans l'année identifiés en France. Donc c'est vraiment des raretés de raretés. Il ne faut pas croire que tous les matins, on va diagnostiquer un nouveau patient. Et donc les plus fréquents, les anti-GAD, les anti-GFAP, LGI1, c'est plus de l'idiopathique, et le plus fréquent des syndromes paranéoplasiques, l'anti-HU, l'anti-SOX1, l'anti-CV2 et l'anti-YO. Et l'anti-MA2 qui augmente avec les complications des immune checkpoint inhibiteurs. La principale difficulté, c'est que tous les 6 mois, il y a un nouvel anticorps qui est décrit, c'est de savoir comment on peut arriver à les identifier, dans quel laboratoire, avec quelle méthode. Et puis à un moment, même nous, centre de référence, notre problème, c'est qu'on a à notre disposition les 70 tests pour identifier les 70 auto-anticorps, mais c'est impossible pour un patient de faire tous les tests. On n'a jamais assez de volume d'échantillons pour pouvoir le faire, donc il va falloir imaginer de nouvelles techniques pour diminuer le volume d'échantillons nécessaire pour screener les patients.
Dans le cadre des syndromes neurologiques paranéoplasiques, on a mis en place un score pour pouvoir identifier les patients qui est basé sur la positivité de l'auto-anticorps. Et en fonction de l'auto-anticorps, vous avez soit des anticorps à haut risque de cancer, donc HU, CV2, amphiphysin, ERI, YO, MA2, TR, des anticorps à risque moyen, c'est entre 30 et 70%, ça va dépendre de l'âge et du sexe des patients. Donc vous avez les AMPA récepteurs, GABA-B récepteurs, mGlu5, les anticanocalciques, les anti-NMDA récepteurs. Quelqu'un de plus de 50 ans qui fait une encéphalite à anticorps anti-NMDA récepteurs, vous en avez 30% qui sont associés à un carcinome qu'il faudra rechercher chez ces patients. C'est pas normal, au-delà de 35 ans, de faire une encéphalite à anticorps anti-NMDA récepteurs. Et des auto-anticorps avec des risques bas. La plupart des anticorps membranaires, en fait, ont un risque très bas d'être associés à des syndromes paranéoplasiques. Donc, ça veut dire qu'en pratique, vous faites une fois une recherche de cancer, c'est négatif, vous arrêtez, c'est pas la peine. Ces anticorps ne sont pas associés à des origines paranéoplasiques. Et puis les rares, j'ai mis en rouge ceux pour lesquels on est maintenant pratiquement sûr qu'ils sont associés à des syndromes paranéoplasiques et qu'il va falloir les remonter dans le premier tableau. Mais il faut attendre qu'il y en ait suffisamment de décrits et suffisamment d'équipes qui soient capables de les identifier. Mais on va voir le Kelch, par exemple, c'est absolument certain maintenant. Toutes les équipes au monde les ont décrits et ont vu des patients. C'est associé au sarcome testiculaire. Et puis donc à partir de là, on peut faire un score que vous pouvez retrouver dans la publication de 2021 en fonction de la nature de l'auto-anticorps, en fonction de la présentation clinique et de la présence ou pas d'un cancer, parce que le problème, c'est de savoir si vous avez un trouble neurologique et un cancer, est-ce que c'est un syndrome neurologique paranéoplasique ? Pas systématiquement, il y a des tas de raisons d'avoir des troubles neurologiques et des diagnostics différentiels chez un patient qui a un cancer. Un patient qui a un cancer très évolué, il va être carencé en vitamines, il va être immunodéprimé, il peut faire des infections. S'il a des métastases osseuses, il peut avoir une hypercalcémie, il peut avoir une hyponatrémie qui va provoquer des crises, une confusion. C'est pas forcément une encéphalite limbique. Donc, il faut d'abord éliminer les diagnostics différentiels. Sur les anticorps rares, un petit focus sur les anti-Kelch qui ont été décrits par la Mayo Clinique chez des patients qui ont des atteintes du tronc cérébral et qui ont des ataxies, très fréquemment une surdité. Vous en voyez un cas ici chez un patient qui est positif. La particularité intéressante, c'est que la plupart du temps, ces patients ont une fausse tumeur testiculaire, c'est-à-dire que l'anatomopathologiste va simplement voir qu'il s'est passé quelque chose, va retrouver quelques cellules inflammatoires et va parler de burn-out tumeur. Par contre, très fréquemment, ils ont des ganglions qui sont positifs. Donc c'est le PET scan qui va identifier l'endroit où se trouve la tumeur secondaire, mais la tumeur primitive a disparu. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que le système immunitaire est efficace, fait disparaître la tumeur, mais malheureusement provoque le syndrome paranéoplasique. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, j'insiste sur le subaigu et l'inflammation du liquide céphalorachidien, dans quelques cas, c'est pas si subaigu que ça, et notamment dans les patients qui ont des anticorps anti-ERI. Vous voyez la démarche de cette femme de 70 ans. On a plutôt l'impression qu'il y a un syndrome parkinsonien. Et puis, quand on regarde son oculomotricité, elle a un déficit de la verticalité qui est présent. Donc, on évoquerait plutôt un style Richardson ou une atrophie multisystématisée chez cette patiente. En fait, elle a un syndrome paranéoplasique avec un anticorps anti-ERI. Et c'est là où se trouve le piège, c'est que la présentation clinique des anti-ERI évoque plutôt des maladies neurodégénératives, au moins dans les premières semaines,
avant que la complexité du tableau nous évoque la possibilité que ça soit paranéoplasique. Donc, oui, c'est subaigu, ça va très vite, c'est rapidement débilitant et la PL est inflammatoire, mais dans quelques cas, c'est plus compliqué. Il faut quand même évoquer la possibilité d'un syndrome paranéoplasique. Chez cette patiente, c'était pas très compliqué, il suffisait de lui enlever son soutien-gorge. Elle avait un sein qui était entièrement tumoral, mais elle ne voulait pas consulter, elle avait trop peur qu'on lui dise que c'était un cancer. Mais quand même, il faut y penser, il faut la rechercher et se dire que quelquefois ça peut être paranéoplasique. Et l'intérêt de faire les ponctions lombaires, parce que sa ponction lombaire était anormale et inflammatoire, ce qui orientait vers le diagnostic. Donc c'est assez complexe les anti-ARI, même si c'est pas fréquent. Alors comment on doit traiter les patients? Donc on a affaire à une mort neuronale. Donc l'urgence, c'est la découverte du cancer. Donc en fait, il faut commencer par pousser vos oncologues à faire très rapidement le PET scan, le scanner thoraco-abdominopelvien. On a vu que la majorité des tumeurs étaient dans le médiastin. Et puis surtout, les convaincre que les petites lésions, il faut aller les explorer. C'est ça qui est le plus compliqué, parce que la plupart du temps, les pneumologues, ils vont vous dire « Oh ben non, c'est tout petit, on va attendre 3 mois et on verra si ça bouge ». D'abord, ça ne va pas bouger, et deuxièmement, ça sera trop tard. On va pas faire le coup de l'AVC, mais chaque minute compte pour la mort neuronale. Mais en fait, chaque jour compte chez ces patients. Donc il faut vraiment accélérer pour retirer le cancer qui est le moteur. Je vous montre ce patient qui a un anticorps anti-HU, une neuronopathie sensitive, mais qu'on diagnostique très tôt parce que ça n'atteint que la main droite. Donc il a un trouble proprioceptif de la main droite, on va lui demander d'attraper le gobelet, on lui demande de fermer les yeux, et puis bien évidemment il le broie parce qu'il est incapable de contrôler son sens de position des articulations. Je vous le montre simplement parce qu'il a une neuronopathie sensitive du bras droit. On va mettre 10 jours à identifier le cancer du poumon à petites cellules, 15 jours avant de débuter la chimiothérapie et la prise en charge. On va le stabiliser et je vais le suivre pendant 15 ans avec une neuronopathie sensitive extrêmement limitée. D'où l'intérêt de faire le diagnostic très tôt de ces patients, et c'est le traitement du cancer qui est une urgence. Ça, c'est réellement important. Après, je pense qu'il faut faire un traitement immunomodulateur de ces patients. On peut agir avec les immunoglobulines. La chimiothérapie est déjà un bon immunomodulateur, hein, donc une fois qu'elle a été débutée, c'est déjà ça. Mais on leur fait des cures d'immunoglobulines pendant le traitement du cancer. Et on a montré dans une étude que c'était efficace pour stabiliser les troubles. L'autre élément, c'est le dialogue avec les oncologues. Il est très important parce que quand vous commencez à leur dire « j'ai un patient qui est lourdement handicapé, qui a un cancer du poumon à petites cellules c'est bon, on ne va pas forcément le traiter ni très fort, ni très vite, ni dans de bonnes conditions. » Quand on regarde les médianes de survie des patients avec anticorps anti-CV2 et cancer du poumon à petites cellules, c'est 52 mois de médiane de survie et 18 mois pour les patients qui sont anticorps anti-HU ou doublement positifs avec l'anticorps anti-CV2. Je vous rappelle que la médiane d'un cancer du poumon à petites cellules actuellement, c'est 1 an après le diagnostic. Donc, c'est pas la même évolutivité. Donc, il faut les convaincre qu'il faut les prendre en charge. Et parfois même, on a des régressions spontanées des tumeurs. C'est 5% de l'ensemble de nos patients avec anticorps anti-HU où on détectait des éléments laissant supposer que c'était un cancer, mais on n'avait même pas eu le temps de biopsier, que ça disparaissait spontanément et on ne retrouve pas de cancer chez ces patients. Donc il y a vraiment une efficacité du traitement, il y a une efficacité du système immunitaire pour lutter contre le développement de ces tumeurs. Et puis, comme tout est jamais très clair, on vient de publier un article sur un modèle animal de douleur déclenchée par les anticorps anti-CV2 qui démontre que les anticorps eux-mêmes ont un rôle sur la douleur neuropathique ressentie par ces patients et que si on traite les rats par rituximab, on bloque
l'effet de cet auto-anticorps. Donc le dogme de dire que c'est une mort neuronale, c'est les cellules T et c'est pas les cellules B qui sont que des biomarqueurs, ben, il n'est pas tout à fait juste. Et donc ça veut dire que les immunomodulateurs sont susceptibles de pouvoir avoir une efficacité, pas sur tout, parce que si le neurone est mort, il est mort, hein, on ne peut pas le remettre, mais peut-être que dans les années qui viennent, on va découvrir des molécules qui peuvent permettre d'être efficaces sur le fonctionnement du système immunitaire. Donc voilà, je voulais vous dire que en fonction des auto-anticorps, l'association des tumeurs est variable. Il est essentiel de confronter les résultats des auto-anticorps avec la clinique et de ne pas aller trop vite sur le diagnostic de syndrome neurologique paranéoplasique. Par contre, une fois qu'il est fait, il faut aller très vite pour identifier et traiter le cancer. Que les tumeurs sont seulement un des triggers des encéphalites auto-immunes et que ça n'est pas toujours présent et que ça n'est pas toujours l'élément déclencheur. Si c'est négatif lors des premiers résultats et que vous avez beaucoup d'éléments pour penser que c'est paranéoplasique, c'est là qu'il faut rechercher tous les anticorps rares que je vous ai présentés et à ce moment-là, envoyer les échantillons dans un centre de référence. Il faut toujours tester à la fois le sérum et le LCR parce que dans certains cas, il y en a un qui peut être négatif et l'autre positif. Donc, pour être certain du diagnostic, il faut tester les deux. L'activation immunitaire, elle n'est pas toujours comprise pour tous les syndromes. C'est sûr qu'il y a une activation à la fois cellulaire et humorale. Et il va falloir faire la part des deux pour pouvoir mettre en place les traitements adaptés pour les patients. Et puis bien penser qu'il y a les formes typiques extrêmement agressives et pour lesquelles la notion d'auto-immunité est rapidement faite par le liquide céphalo-arachidien, mais de temps en temps c'est un peu plus compliqué et on peut avoir des formes un peu plus progressives des patients. Voilà, merci beaucoup et puis...